Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine dans Big Five pour vous parler des Blues de Chelsea. Frank Lampard limogé, Thomas Tuchel sur le banc. 2 jours plus tard, lors du match nul 0-0 face à Wolverhampton, un nouveau chapitre s'ouvre à Chelsea, seulement 8e de Première Ligue après 20 journées et déjà 6 défaites au compteur. Alors peut-on parler d'un échec de Frank Lampard arrivé à l'été 2019 ? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à régler les problèmes défensifs de son équipe ? A-t-il mal géré les dernières recrues ? On reviendra sur les circonstances de son limogeage et sur les réactions en Angleterre. On parlera aussi du président de Chelsea, Roman Abramovich. Il n'a pas mis les pieds à Londres depuis bientôt 3 ans. Comment gère-t-il le club à distance ? Il s'appuie notamment sur son bras droit, Marina Granovskaya, certainement la femme la plus puissante du foot européen. C'est elle qui a bouclé l'arrivée de Thomas Tuchel 1 mois après son départ du PSG. Pourquoi l'Allemand a-t-il été choisi ? Que peut-il mettre en place à Chelsea ? Avec moi aujourd'hui 2 nouvelles recrues dans Big Five. Alban Traquet pour commencer, grand reporter au service enquête du journal. Bonjour Alban. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue également à Cédric Chapuis, l'un de nos confrères de France Football. Bonjour Cédric. Bonjour, merci de m'accueillir. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc, l'un de nos habitués évidemment. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. C'est le 13e entraîneur de Chelsea depuis 2003, date de l'arrivée de Roman Abramovich à la tête du club londonien. Thomas Tuchel a donc commencé son histoire sur le banc des Blues par un match nul, 0 partout contre Wolverhampton, mercredi 27 janvier. On parlera de l'Allemand et de ce qu'il peut apporter à Chelsea un peu plus tard. Avant cela, on va revenir sur le limogeage de Frank Lampard et sur son bilan aussi. Première saison plutôt réussie sur le papier, une 4e place en Première Ligue et donc une qualification en Ligue des Champions. Dans le détail, c'est un petit peu plus mitigé, on va y venir. Cette saison, Chelsea pointe pour l'instant à 5 points de la 4e place, 8e défense du championnat, 0 victoire contre ses concurrents directs, hormis peut-être le succès 3-0 contre West Ham mi-décembre. Cédric, qu'est-ce qui ne fonctionne pas à Chelsea depuis le début de la saison par rapport à l'an dernier ? On avait en fait l'impression d'une recherche d'identité un petit peu constante dans cette équipe. Frank Lampard était arrivé dans un contexte un petit peu particulier. Le club était interdit de recruter. Eden Hazard était parti. Il a promu certains jeunes comme Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James. Il a réussi à terminer 4e, à aller en 8e de finale de Ligue des Champions, à aller en finale de Cup, mais il a aussi encaissé 54 buts l'année dernière en championnat. Donc c'était un petit peu le gros problème à régler, ce qui a été fait en partie en début de saison. Mais voilà, il a fini par retomber dans ses travers. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles. À commencer par le gardien Kepa, qui a été ensuite remplacé par Edouard Mendy. Mais même Mendy a connu une petite chute de performance à partir de décembre. Et donc on se retrouvait avec un petit peu toujours les mêmes défauts dans cette équipe, des moments brillants par la grâce des talents individuels offensifs, mais cette impression d'un jeu un petit peu trop scolaire parfois face à des équipes mieux organisées. Alors l'été dernier, Chelsea a réalisé le plus gros mercato du foot européen, plus de 250 millions d'euros dépensés pour faire venir Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz et Edouard Mendy, sans oublier Thiago Silva et Malang Sarr qui sont arrivés libres. Vincent, est-ce que l'erreur principale de Frank Lampard est de ne pas avoir réussi à profiter de toutes ces recrues, à les tirer vers le haut ? C'est difficile à dire, ça reste quand même un problème global qui est lié à Chelsea, à l'impatience de son propriétaire. Et aussi, mais surtout à la chute des résultats. C'est-à-dire qu'au-delà d'un problème de style, c'est d'abord un problème de résultats. C'est-à-dire que quand Lampard s'est fait virer, il était 9e. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas dans les habitudes de Chelsea qui passe pour un club impatient, mais dont on dit pas assez que depuis qu'Abramovich est arrivé en 2003, c'est le club anglais qui a remporté le plus de trophées. Ils ont quand même remporté 16 trophées sur les 18 dernières années. Même avec leur impatience auprès de leurs entraîneurs, puisque à part Mourinho 2 fois, aucun n'est resté plus de 2 ans. C'est quand même quelque chose qui fonctionne. Donc je pense que ce qui a fragilisé Lampard, c'est évidemment d'avoir eu des résultats avec des jeunes, sans recrutement, et de ne pas en avoir avec un recrutement de plus de 250 millions. La vérité quand même, c'est qu'en dehors de Thiago Silva, qui est arrivé avec beaucoup d'expérience, une partie des investissements ont été un risque. C'est-à-dire que Kai Havertz est un jeune joueur, et il n'a pas pu encore s'intégrer. Timo Werner est un assez jeune joueur et sa longue sécheresse statistique de la fin d'hiver a fait très mal à Lampard. Donc voilà, je pense tous ces risques-là se sont un peu superposés pour le fragiliser et il n'a pas trouvé la solution. Bon, c'est quelqu'un pourtant qui avait un peu d'expérience à travers son passage à Derby, mais
Mais ça suffit pas, et même d'être un enfant du club ne suffit pas à Chelsea, c'est évident. Tu parlais de Timo Werner qui lui a pas mal joué par rapport aux autres recrues, mais effectivement avec un rendement plutôt décevant. Cédric, est-ce que ça a coincé en fait entre Lampard et l'attaquant allemand ? On peut penser que si Timo Werner avait marqué la moitié de ses occasions et qu'Edouard Mendy avait continué sur son rythme de début de saison, Frank Lampard serait encore en poste. Timo Werner, c'est un joueur qui produit beaucoup d'occasions, mais qui n'a jamais été un immense finisseur, même s'il a eu une très grosse saison l'année dernière. C'est un joueur qui a besoin de liberté, mais dans un cadre très structuré. Et peut-être que Lampard n'a pas réussi à instaurer ce cadre-là. Il a fait des erreurs en termes de management, Frank Lampard. Alors j'ai lu un petit peu chez nos confrères anglais que certains joueurs étaient un petit peu dans le flou au niveau tactique, qu'ils s'attendaient à des consignes un petit peu plus précises. Et au-delà de Werner, je pense que pour Kai Havertz et Hakim Ziyech notamment, ce sont des joueurs qui ont besoin de liberté, mais qui ont brillé la saison passée et dans leur précédent club, dans des schémas très structurés, avec des entraîneurs très pointilleux. Il y avait Erik ten Hag pour Ziyech à l'Ajax, Peter Bosz à Leverkusen pour Havertz et Julian Nagelsmann pour Timo Werner à Leipzig. Ce sont des cadres très structurés dans lesquels ces joueurs-là pouvaient avoir leur liberté. Et là, ça faisait peut-être trop de joueurs libres dans un système qui n'était pas assez structuré. Il a un peu trop expérimenté finalement, Lampard, Vincent ? Je ne sais pas s'il a vraiment trop expérimenté. Il y a quand même des joueurs auxquels il a fait confiance pendant longtemps et sans arrêt. On parle de Werner, mais même avant lui, Mason Mount, depuis le début de la saison dernière, est presque un titulaire systématique. Alors que parfois, les supporters se sont un peu agacés qu'il le soit. Et il a été accusé d'être le fils de l'entraîneur. Et donc, ça a attisé un peu l'impatience. Je ne sais pas s'il s'est entêté, mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'est coupé quand même d'une partie de son vestiaire et d'une partie sans doute un peu nuisible, en écartant pendant longtemps Rudiger, en écartant Marcos Alonso. Voilà, Giroud un peu moins, et Giroud de toute façon a toujours bon esprit, lui en revanche il n'est pas nuisible. Mais voilà, très, très clairement, il a eu une partie de son vestiaire un peu contre lui. D'ailleurs, il a fallu, il faut que cette semaine, enfin ce matin dans la presse anglaise, il a fallu que Azpilicueta, le capitaine de Chelsea, vienne un peu à la défense de ses partenaires en disant que le vestiaire n'avait pas eu la peau de Frank Lampard. Mais ça rappelle souvent quand même ce qui se passe un peu à Chelsea. Savoir qu'il y a probablement une ligne directe quand même entre les joueurs et Abramovich, et sinon entre les joueurs et Abramovich, du moins entre les joueurs et Marina Granovskaya, puisqu'on se souvient que quand Mourinho s'était fait limoger la deuxième fois, il y avait eu des banderoles dans Stamford Bridge pour critiquer Fabregas, Hazard notamment, pour avoir justement pesé sur la sortie du Portugais. Donc en fait, je pense que Lampard, tactiquement, il était sans doute pas aussi fort que les deux entraîneurs précédents de Chelsea, qu'Antonio Conte et Maurizio Sarri. Donc je pense que c'est juste, voilà, les joueurs, c'est toujours la même chose. Vous leur donnez un cadre, ils regrettent qu'il y ait trop de discipline. Vous leur enlevez le cadre, ils regrettent que ça soit trop laxiste. Je pense que la vérité, c'est que Lampard a eu quelques faiblesses de management d'une manière générale, et que son choix de favoriser les jeunes à un moment a agacé les autres, et qu'après c'est compliqué quand on change de cap, de continuer à fédérer. Vincent parle de ligne directe entre les joueurs et peut-être Marina Granovskaya. Alban, tu penses que c'est possible ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marina Granovskaya, c'est l'œil d'Abramovich au club et dans le vestiaire. C'est une personnalité évidemment incontournable à Chelsea. Elle fait partie du board. C'est quelqu'un qui a connu Roman Abramovich il y a quasiment 25 ans, quand elle était étudiante à Moscou. Elle a suivi tout son parcours, on va dire, économico-industriel dans une première phase de la vie d'Abramovich, puisqu'à l'époque, il était dirigeant d'une société pétrolière qui s'appelle Sibneft. Et Marina Granovskaya a démarré chez Sibneft comme secrétaire, puis elle est devenue assistante personnelle de Roman Abramovich, puis elle l'a suivi à Chelsea dès 2003. Donc elle a pris une place, en plus elle est polyglotte, elle parle français, plusieurs langues donc c'est quelqu'un qui a su progresser, qui a su trouver sa place dans un monde quand même très masculin, ce qui fait qu'aujourd'hui évidemment on l'a décrit comme la femme la plus puissante du football européen, voire du football mondial. Et elle a des contacts quotidiens avec les joueurs, avec le staff technique. Encore une fois, elle sait tout ce qui se passe, donc ça lui remonte et elle fait remonter au grand patron. Donc Chelsea, ça bouge beaucoup en termes
en termes d'entraîneurs et en termes de joueurs. Après, Roman Abramovich s'appuie sur un noyau. Et ça bouge beaucoup parce que c'est Roman Abramovich qui veut souvent changer d'entraîneur, ou finalement c'est elle qui, au bout d'un moment, lui dit bon, maintenant il est temps d'essayer une nouvelle tête. On a souvent fait part d'anecdotes de réactions, on va dire, assez cinglantes par rapport à des agents ou des renouvellements de contrats, par exemple. Donc, encore une fois, elle a su s'imposer. Hein. Il y a peu de personnages comme elle aujourd'hui dans le paysage, sachant qu'elle n'a que 45 ans, j'ai envie de dire. Mais ça fait longtemps qu'elle est là, donc elle a acquis beaucoup d'expérience. Ouais, et elle est totalement inconnue du grand public. Il y a très peu d'articles, alors que, comme tu dis, c'est la femme la plus puissante du foot européen, voire mondial. Bon, là, j'ai envie de dire que c'est du fait maison, puisque Roman Abramovich lui-même s'exprime très peu. Et il y avait deux scoops lorsque Lampard est parti. C'était évidemment le départ de Lampard, même s'il était attendu quand même depuis un gros mois. Et surtout, c'est que Roman Abramovich s'est exprimé dans le communiqué officiel de Chelsea. Et ça, c'est un vrai événement, puisque Roman Abramovich donne très très peu d'interviews. La dernière remonte à 2006, je crois, dans The Observer. Donc on peut l'entendre parfois. On l'a entendu dans un procès qui le concernait en Suisse il y a 2 ans. Mais sinon, encore une fois, il parle très très peu. Ce qui aussi dénote de la relation particulière qu'il avait évidemment avec Frank Lampard. On reparlera du précédent de Chelsea un peu plus tard. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir, Cédric, du mandat de Lampard sur le banc de Chelsea ? Est-ce qu'on peut parler d'un échec ? Un échec, non, parce que la saison dernière avait laissé quelques promesses quand même, mais il n'a pas réussi à faire progresser suffisamment son équipe après les améliorations offensives avec le gros mercato, 247 millions d'euros dépensés cet été. Quand on est à Chelsea, on sait ce que ça implique au niveau des règles, et Lampard connaissait les règles mieux que personne. Il n'a pas réussi à faire progresser suffisamment son équipe, qui a été plutôt efficace contre les petites équipes, mais qui a été surclassé par Liverpool, par City, par Leicester récemment, et même par Arsenal au mois de décembre. Oui, contre les concurrents directs, ils ont du mal. Vincent, comment réagit la presse et les supporters à l'annonce du départ de Lampard ? Mais en fait, c'est un peu ambivalent. On va dire qu'il y a quand même quelques critiques pour son management, et puis qu'il y a le constat effectivement d'une crise de résultats. Mais il y a eu aussi beaucoup de comparaisons avec le bilan de Jürgen Klopp au même moment, au bout d'une saison et demie, où on était Klopp à Liverpool, et le bilan était très semblable. Et donc, certains confrères mettent en avant le fruit de la patience qu'ont eu les actionnaires, les propriétaires de Liverpool pour l'entraîneur allemand, en disant qu'ils auraient pu avoir la même pour Chelsea. Mais encore une fois, c'est pas du tout la culture de Chelsea. La culture de Chelsea, c'est cette impatience-là. Et la réalité, c'est que c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Chelsea change d'entraîneur, le club se fait critiquer pour sa dureté, pour son insensibilité, pour son cynisme, et globalement, ça marche à peu près tout le temps. Et c'est ça qui est assez fascinant. Donc, il y a quand même quelques confrères qui soulignent que c'est la culture du club, que c'est comme ça qu'avance le club, qu'effectivement, pour Mourinho, depuis Abramovich, personne n'est resté plus de 2 ans. Mais c'est comme ça que Chelsea arrive sans arrêt à rebondir. Effectivement, c'est pas la culture de Roman Abramovich, et visiblement pas de Marina Granovskaya non plus, de faire confiance à un entraîneur pendant 8 ans dans l'attente d'une construction à venir. Chelsea est là pour avoir des résultats, mais en même temps, on va dire quand même que la tendance moderne n'est pas très bonne, parce qu'en dehors du titre de Conte, Chelsea a souvent fini très 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 loin des champions ces dernières années, on va dire entre 20 et 30 points. Donc il y a quand même peut-être un affaiblissement quand même sur la durée. Ce qui peut paraître brutal, c'est que le 5 décembre, donc il y a une victoire contre Leeds, et ce soir-là, Chelsea est leader de Premier League. Et un mois plus tard, on a l'impression que le renvoi de Frank Lampard était inévitable. Allemand, je te voyais acquiescer quand Vincent parlait de la culture. Oui, j'acquiesçais aussi par rapport au temps de passage, parce que c'est vrai que au même stade, Klopp avait 3 victoires de moins que Lampard. Solskjaer en avait 2 de plus. Donc, encore une fois, ce qu'on a entendu derrière le limogeage, c'est il avait besoin de temps.
Après, il faut aussi préciser que ce départ s'est fait dans des circonstances particulières, c'est-à-dire que les supporters s'étaient mobilisés pour le dernier match de Lampard pour faire une banderole à Stamford Bridge, in Frank Request, en Franck nous croyons. Et puis on peut aussi imaginer que sans le confinement strict qui touche actuellement l'Angleterre, ça aurait un peu plus bougé côté supporters, puisqu'il y a un des groupes, We Are the Shed, qui prévoyait par exemple évidemment de chanter le nom de Frank Lampard si le match avait été ouvert au public. On peut aussi imaginer qu'ils auraient fait une manifestation. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est quelqu'un qui est moins connu mais qui est mal passé auprès des supporters vraiment attachés au club, c'est que Lampard il part avec Johnny Morris. Johnny Morris, c'est 7 saisons à Chelsea, c'est quelqu'un qui était avec lui à Derby County, qui était son assistant, qui a entraîné les jeunes de Chelsea. Et donc c'est aussi un duo qui part, et c'est aussi un duo vraiment made in Chelsea qui prend le départ là. En nombre de points gagnés par match, Lampard est pour l'instant le plus mauvais coach de l'ère Abramovich, avec 1,67 points en moyenne. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Roman Abramovich, Alban, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il ne peut pas venir à Londres depuis bientôt 3 ans ? Je précise que tu as écrit sa biographie, donc tu maîtrises plutôt bien le personnage. Oui, enfin, elle date de 2008. Mais donc, pour comprendre ce qui arrive à Roman Abramovich depuis quasiment 3 ans, en fait, il faut revenir à la tentative d'empoisonnement de l'agent double Sergei Skripal et de sa fille. Il y a déjà eu auparavant des histoires d'empoisonnement au Royaume-Uni impliquant des Russes. Mais là, disons que ça a fait un peu trop et le gouvernement britannique, poussé par les députés, a décidé de donner un tour de vis. Ce qui fait que les fameux visas investisseurs qui étaient accordés aux investisseurs étrangers au Royaume-Uni, ils ont commencé à regarder d'un peu plus près ce qui se passait et Roman Abramovich en a pâti. Ce qui fait donc, que ces visas ont été gelés ? Oui, c'est-à-dire que son visa n'a pas été renouvelé. Donc, dans la foulée, il est d'origine juive, donc il a demandé la nationalité israélienne, et donc il passe la majorité de son temps, quand il ne voyage pas, entre la Russie et Israël aujourd'hui. Donc, Roman Abramovich ne va plus à Stamford Bridge. Roman Abramovich voit très peu de matchs en live de son équipe. Le dernier, à ma connaissance, date du 28 octobre, puisque Chelsea a affronté Krasnodar en groupe de Ligue des Champions. Et là, il était dans les tribunes parce qu'il connaît le président et parce que c'était plus facile d'y aller. Sinon, il regarde à la télé et il dirige à distance. Vincent, comment est perçu Roman Abramovich aujourd'hui en Angleterre ? Il est perçu maintenant forcément, par définition, comme une figure lointaine. Mais en même temps, on va dire que les moqueries ou les stigmatisations des premières années qui faisaient appeler Chelsea Chelsky ou des choses comme ça, je trouve que se sont atténuées parce qu'il a pas fait que passer. Il s'est investi durablement. Il a quand même montré qu'il aimait le foot et qu'il aimait ce club, qui est une certaine ambiguïté dans ses motivations et dans la manière dont il a éventuellement chercher à se servir du club, c'est possible, mais je ne le trouve pas impopulaire. C'est-à-dire que quand le public était là et que le public avait quelque chose à reprocher à la manière dont ou du moins contester la manière dont les choses se passaient, notamment pour certains limogeages, mais c'était les joueurs qui étaient plus dans le viseur des fans qu'Abramovich lui-même. Mais je pense qu'il y a une conscience quand même chez les fans qu'Abramovich a permis à Chelsea de changer d'air et que sans lui, peut-être que les Blues seraient devenus un autre West Ham. Est-ce que le staff technique a des contacts réguliers avec lui ou tout passe par Marina Granovskaya, allemand ? C'est encore une fois, Marina Granovskaya, c'est le relais idéal. Après, il y a d'autres personnes qui entourent Roman Abramovich, qui sont encore une fois des amis, des partenaires d'affaires qu'il connaît depuis très longtemps. Donc, l'instabilité de ce club en recherche de résultats permanents, comme l'a dit Vincent, parce que même si ça bouge beaucoup, les entraîneurs ont rapporté des titres. Et à mettre en parallèle avec la stabilité finalement qu'il y a au niveau du board, puisque Roman Abramovich
est entouré encore une fois de gens qu'il a connus une trentaine d'années lors de son expansion économique en Russie. Et donc on a, je prends une personne par exemple, Eugène Tenenbaum qui fait partie du board. Il le connaît depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a obtenu la nationalité canadienne, qui est son partenaire d'affaires. Il y a quelqu'un dont on parle peu, mais qui s'intéresse de près aussi aux affaires de Chelsea, qui est un autre Yevgeny ou Eugène Schwidler, qui ne fait pas partie du board, mais qui est vraiment le partenaire d'affaires, le meilleur ami historique de Roman Abramovich, et qui peut s'intéresser parfois aux affaires du club. Quand Mourinho était parti la deuxième fois, par exemple, on lui avait prêté une influence dans son départ. C'est quelqu'un qui, quand les stades étaient ouverts, était dans la loge, vient dans la loge de Roman Abramovich. Donc voilà, il a des gens autour de lui qui s'intéressent au football, qui sont ses partenaires d'affaires et qui peuvent aussi être consultés, avoir leur avis à donner. Alors quand ils sont au board, évidemment qu'ils l'ont puisque c'est statutaire, mais dans le cas de Schwidler aussi, qui peut avoir un avis sur ce qui se passe au club. Donc tu parles de ces membres du board, il y a donc Marina Granovskaya et il y a aussi Petr Sech, le directeur sportif, qui est revenu au bercail. Comment sont répartis les rôles entre tout ce beau monde ? Sachant qu'il y a aussi le président officiel qui est un Américain. Oui, alors Bruce Buck, lui aussi, est là depuis très longtemps. Il a connu Roman Abramovich via Eugène Tenenbaum. Donc, mais bon, sur des propriétés comme ça de club anglais, c'est quand même extrêmement difficile au jour de jour de voir ce qui se passe. Surtout qu'encore une fois, à Chelsea, ça bouge peu. À Arsenal, il y a eu des mouvements dans l'actionnariat, par exemple. Donc, on a vu des gens se retirer, des gens prendre une participation plus grande. À Chelsea, c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus opaque, je dirais, mais en raison de la discrétion de l'intégralité des gens qui sont à la tête du club. Alors on sait que Chelsea travaille souvent avec les mêmes agents comme Pini Zahavi, qui est à l'origine de l'arrivée de Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand qui a signé un contrat de 18 mois. Cédric, pour toi, pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi par le club ? Il y a une volonté, je pense, de se tourner vers un tacticien peut-être plus pointilleux, puisque bon, les deux exemples majeurs en Première Ligue sont Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Il y a aussi c'est une vraie tendance, l'école allemande en ce moment, et la Première Ligue est un championnat qui suit les tendances. Il y a eu la mode des coachs portugais à un moment, des coachs espagnols aussi. Maintenant, il y a beaucoup d'entraîneurs germaniques en Première Ligue. Voilà, Ralf Rangnick et Julian Nagelsmann ont été contactés aussi avant de se tourner vers Thomas Tuchel. Il apporte aussi une expérience du très haut niveau que n'avait pas Frank Lampard. Savoir gérer un vestiaire avec des forts caractères, des fortes ambitions. Mais je pense qu'il y a aussi surtout cette volonté d'avoir un tacticien plus pointu peut-être pour faire progresser cette équipe. Vincent, comment on le voyait Tuchel jusqu'à présent en Angleterre ? Mais on ne le voyait pas beaucoup. On le voyait de loin. Mais alors, c'est une rumeur qui remonte à loin. C'est une rumeur qui remonte à début décembre, puisqu'une partie de l'entourage de Tuchel disait déjà via la presse allemande qu'il est en contact avec Chelsea. Très franchement, moi, je l'avais pas vraiment cru. J'avais pris ça comme un espèce de chiffon rouge agité par son entourage pour essayer de consolider sa position au PSG. Oui, parce qu'on l'envoyait aussi à Manchester United. Absolument, mais en fait, je pense que les contacts étaient vrais. Le site The Athletic a été le premier à annoncer dès les premiers jours de janvier que Lampard était menacé et que Tuchel était une possibilité. Alors pour l'instant, la presse anglaise ne voit que le meilleur de Thomas Tuchel. Alors il y a bien eu quelques échos qui sont quand même revenus de la fin de l'histoire à Dortmund et de la fin de l'histoire au PSG pour les prévenir de la manière dont justement l'histoire pourrait finir à Chelsea. Mais pour l'instant, ils voient le positif. Tous les confrères ont été très favorablement impressionnés par son sourire en conf de presse il y a 2 ou 3 jours, par la manière dont il répond aux questions, par son espèce d'enthousiasme. Tout ce qui rappelle des souvenirs aux suiveurs du PSG, d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on est un peu dans le même mode. Et il a l'image d'un jeune entraîneur. C'est le premier entraîneur allemand de l'histoire de Chelsea. Donc il y a une curiosité. Je pense qu'il est plutôt... Dans la mesure où le PSG est allé en finale de la Ligue des Champions avec lui, c'est plutôt quelque chose de favorable pour lui. Il vient de Dortmund, donc du coup, tout le monde fait un peu la filiation avec Klopp. Donc on va dire que son accueil est positif. Il n'y a pas particulièrement de défiance à son égard. On a pas mal aussi entendu ces derniers jours que Chelsea pourrait être le club idéal finalement pour Tuchel.
plus ambitieux, un petit peu plus ambitieux que Dortmund, moins d'extra sportifs à gérer qu'au PSG. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a peut-être des profils un petit peu plus adaptés à ce qu'il veut mettre en place, parce que les talents offensifs qu'il a maintenant à Chelsea sont peut-être plus adaptés au contre-pressing qu'il veut absolument mettre en place et qu'il n'avait pas réussi à maintenir sur la constance au PSG. C'était un petit peu du yo-yo à ce niveau-là. Et oui, l'effectif est bien taillé pour lui. Et après, il restera forcément un équilibre à trouver entre tout ça parce que tous les talents offensifs qu'a Chelsea, Frank Lampard les avait aussi associés et ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais justement, avec cet effectif, Tuchel pourrait être tenté de revenir un peu à ses premiers amours, qu'une équipe très portée sur l'attaque comme à Dortmund. Oui, il va de toute façon maintenir, on l'a déjà vu sur le premier match, cette volonté d'avoir le ballon, de multiplier les solutions dans l'axe, dans le camp adverse, multiplier les passes, mais il faudra trouver ce déséquilibre de l'adversaire en même temps que garder une certaine balance pour ne pas être exposé aux erreurs individuelles comme ça a été le cas ces dernières semaines. Alors, lors de sa conférence de presse de présentation, tout sourire, comme nous l'a dit Vincent, Tuchel a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur le centre de formation. On sait qu'il a l'habitude, qu'il aime bien faire jouer les jeunes joueurs. Dans ce domaine, Alban, est-ce que tu penses qu'il va s'inscrire dans la lignée de Frank Lampard ? En tout cas, il peut aussi s'appuyer sur des compatriotes, Rudiger, Havertz, Werner. Il peut s'appuyer aussi sur Thiago Silva, qu'il a bien connu. N'Golo Kanté revient et on sait que Thomas Tuchel voulait faire venir N'Golo Kanté, par exemple, au PSG. Pulisic, il l'a connu à Dortmund. Alors après, c'est un peu pour l'anecdote. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il va falloir qu'il s'habitue aussi à son équipe, puisque il a appelé son capitaine Azpilicueta Aspli. Il nous a fait une Goethals lors du premier match contre les Wolves. Et il a fallu que Pulisic vienne le voir pour lui dire c'est pas Aspli. Donc il va falloir vite convaincre, parce qu'il a battu 2 records lors de son premier match. Thomas Tuchel, il a battu leur record de passes, 820 en première ligue et 79% de possession. Ouais, mais maintenant, il va falloir gagner. Donc il y a Burnley qui arrive, et puis après le premier gros match, on va dire, c'est Tottenham le 4 février. Ouais, Vincent, l'objectif de Thomas Tuchel, c'est d'accrocher la 4e place, c'est de faire au moins aussi bien que l'année dernière. Et franchement, il est obligé, bien sûr. Il n'a pas le choix. Frank Lampard a fait 4e avec une équipe jeune. Une année où le Chelsea n'a pas eu le droit de recruter, et même si lui a que la moitié du championnat pour y arriver, il ne faut pas oublier que début décembre, Chelsea était premier, donc il est obligé de finir dans les 4 premières places où ça sera un échec. Et je ne suis pas sûr qu'après un été à dépenser plus de 250 millions d'euros, il aurait le droit de quémander la patience et de demander à reconstruire une équipe, à rebâtir une équipe. Ça, je pense que ça n'arrivera pas. L'horizon peut sembler étroit, mais je pense qu'il n'a pas le choix, il doit absolument finir aux 4 premières places. Et la Ligue des Champions, parce que Chelsea affronte dans 3 semaines l'Atlético à Madrid. Comment Chelsea peut aborder ça peut être un bonus peut-être dans l'esprit de Thomas Tuchel, parce que l'Atlético est la meilleure équipe de Liga cette saison et de loin, et que son esprit va peut-être se concentrer sur le fait de redresser l'équipe en championnat. Il connaît les règles, de toute façon, il faut gagner à Chelsea, et très vite. Il a pour lui sa flexibilité tactique. Il a su le montrer à Paris en réussissant à amener son équipe assez loin en Ligue des Champions l'été dernier, malgré pas mal de blessures et même en début de saison. Il a réussi à retourner la situation en Ligue des Champions parce qu'il était quand même très mal embarqué. C'est un entraîneur qui sait mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions. Et donc ça va être le plus gros chantier pour lui à Chelsea, c'est de mettre tous ces talents offensifs incroyables qu'il a à Chelsea dans les meilleures dispositions pour refaire gagner Chelsea très vite. Et le prochain match de Chelsea, Alban le disait, c'est le dimanche 31 janvier contre Burnley. Et après, effectivement, les Blues iront défier le Tottenham de José Mourinho. Derby à ne pas manquer, évidemment. Merci à tous les 3, Cédric Chapuis, Vincent Duluc et Alban Traquet. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la préparation et la réalisation de cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de l'équipe, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.